Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Liste des acronymes. Liste des acronymes. Introduction. L'établissement des relations diplomatiques entre la France et la République populaire de Chine, RPC, le 27 janvier 1964, décidé par le général de Gaulle avec ses plus proches collaborateurs, fut perçu comme un coup de tonnerre dans le ciel diplomatique, du fait surtout de son imprévisibilité en cette période de guerre froide et de tensions sino-soviétiques. Interprété comme une réorientation de la politique étrangère du président français qui souhaitait se dégager du monde bipolaire qui avait émergé à la fin des années 1940, cet événement phare capte l'attention et provoque les réactions de nombreux pays et gouvernements. De fait, la décision du général de Gaulle prend au dépourvu le monde politique occidental, mais également le bloc communiste qui, en dépit des tensions sino-soviétiques, n'en considère pas moins ce choix comme une indéniable avancée politique. En France, la reconnaissance de la RPC constitue un acte fort de la politique gaullienne, auquel, notons-le, les instances gouvernementales et parlementaires ne sont pas associées. En même temps, et il nous semble opportun de le rappeler ici, ne serait-ce que de façon succincte, nombre d'acteurs politiques français posaient la question de la reconnaissance de la Chine communiste depuis la création de la RPC en octobre 1949. Plusieurs personnalités politiques françaises s'étaient d'ailleurs rendues en Chine dès les années 1950 et avaient à l'occasion de leur voyage eu des contacts et échanges officieux avec les dirigeants chinois. Bornons-nous ici à énumérer quelques-unes de ces visites non officielles. La mission sénatoriale Edmond Michelet en septembre 1955, le voyage d'Edgar et de Lucie Faure en mai-juin 1957, celui de Pierre Mendès France et de Roland Dumas en juillet-août 1958, celui de François Mitterrand en janvier-février 1961, et la mission Edgar Faure en octobre-novembre 1963, laquelle allait en définitive enclencher le processus de reconnaissance de la République populaire de Chine par la France quelques semaines plus tard. En invitant ses responsables politiques, via des organismes semi-officiels, il s'agissait en général de l'Institut du peuple chinois pour les affaires étrangères que Lucie Faure qualifie judicieusement de marché parallèle de l'amitié, Pékin signalait à la France que l'établissement de relations diplomatiques était envisageable. Si ces personnalités politiques invitées en RPC avant la normalisation des relations bilatérales ont fait état de leur voyage et de leurs observations dès leur retour en France, nous sommes bien moins informés des nombreux débats et discussions que suscita la question de la reconnaissance de la République populaire de Chine au sein des institutions parlementaires et ce, dès la fondation de la RPC. Il nous semble intéressant de rappeler ici combien certains sénateurs et députés français s'attachaient régulièrement à évoquer la question chinoise. Si à l'évidence, la question de l'Indochine occupe, jusqu'au milieu des années 1950, une place prépondérante dans les discussions parlementaires sur l'Extrême-Orient, plusieurs sénateurs et députés n'en considèrent pas moins que celle de la Chine communiste lui est directement reliée, et soulèvent régulièrement la question de la reconnaissance de la RPC par la France, tout en posant simultanément celle de l'admission de la Chine communiste à l'ONU. Le rappel de ces débats parlementaires contribue à éclairer le processus de la normalisation franco-chinoise pendant les 15 années, 1949 à 1964, au cours desquelles les gouvernements successifs de la France ont fait le choix de l'immobilisme face à la RPC, tandis que certains parlementaires tentaient en vain de dialoguer sur cette question avec leurs dirigeants gouvernementaux. Une simple lecture chronologique, que nous proposons ci-dessous, illustrée de quelques commentaires de parlementaires étant intervenus au fil des années sur la question chinoise, rend compte de la persistance de cette question dans les débats parlementaires. C'est ainsi, par exemple, que lors de la séance du 1er décembre 1950 à l'Assemblée nationale, le député MRP Henri-Pierre Grouet, dit l'abbé Pierre, 1912 à 2007, intervient de manière fort explicite sur la question chinoise. Depuis plus d'un an, notre commission des affaires étrangères a voté une motion par laquelle elle exprimait le désir des représentants du peuple de voir le gouvernement prendre enfin, avec réalisme, en considération l'existence d'une masse de 450 millions d'habitants dont on a voulu jusqu'ici affecter d'ignorer l'existence politique. Nous dira-t-on que reconnaître ce gouvernement de Chine, et l'admettre à l'ONU n'est pas possible parce qu'il est communiste, et que de ce fait,
On estime qu'il n'est pas respectueux de la Déclaration des droits de l'homme votée par l'ONU. Mais alors pourquoi ceux qui allèguent un tel argument n'ont-ils pas le courage d'aller au bout de leur raisonnement et de prendre l'initiative d'une motion demandant que l'URSS soit exclue de l'Organisation des Nations Unies? Leur argument est en réalité sans poids. Il est indéfendable. Le groupe des députés communistes, de son côté, dépose dès 1951 deux propositions de résolution, invitant l'une, le gouvernement à faire demander par ses représentants à l'Organisation des Nations Unies l'admission de la République populaire de Chine, l'autre invitant le gouvernement français à reconnaître, en fait et en droit, le gouvernement de la République populaire de Chine. C'est donc peu après la création de la RPC que la question de l'établissement des relations diplomatiques avec la Chine communiste est clairement posée par plusieurs parlementaires appartenant à différents partis et groupements politiques, sans toutefois susciter auprès du gouvernement une réelle résonance. En juin 1954, lors d'une discussion sur la guerre finissante en Indochine et la conférence de Genève, avril-juillet 1954, le commentaire du député socialiste Alain Savary, 1918 à 1988, s'avère d'une remarquable concision. Je voudrais dire un mot du problème chinois. Monsieur le ministre des Affaires étrangères l'a éludé. Nous n'attendions pas de lui un grand discours. Nous attendions de lui un acte, la reconnaissance de la Chine de Mao Tse-tung. Ce geste n'a que trop tardé. À partir du milieu des années 1950, après la conférence de Genève puis celle de Bandung, avril 1955, au cours desquelles le savoir-faire diplomatique du Premier ministre Zhou Enlai, 1898 à 1976, est unanimement reconnu par les milieux dirigeants politiques français et internationaux, plusieurs parlementaires français posent avec de plus en plus d'insistance la question de la reconnaissance de la RPC par la France, mais continue à se heurter à un silence très diplomatique de la part du gouvernement qui souhaite rester en retrait sur cette question. En février et mars 1955, les sénateurs Jacques Debut-Bridel, RPF, 1902 à 1993, Léo Hamon, non inscrit, 1908 à 1993, l'un des parlementaires les plus engagés sur la question chinoise, ainsi que le député Jacques Bardou, RI, 1874 à 1959, incite tour à tour le gouvernement à régulariser les rapports entre la France et le gouvernement de la Chine populaire. Au passage, ces parlementaires relèvent et regrettent l'absence de la France en Asie, la France étant à leurs yeux une des rares grandes puissances à ne pas avoir reconnu le gouvernement de Mao Tse-tung, 1893 à 1976, rappelant que le Royaume-Uni avait, lui, établi des relations diplomatiques avec Pékin. Mais le gouvernement français campe sur sa position attentiste pour se conformer à la ligne intransigeante des États-Unis, qui s'oppose de façon catégorique à la reconnaissance de la Chine communiste. En novembre 1955, après son retour en France, la commission sénatoriale composée des sénateurs Edmond Michelet MRP, 1899 à 1970, Bernard Chauchois, SFIO, 1908 à 1981, René Anjalbert, RI, 1890 à 1976 et Léo Hamon, laquelle au cours de son déplacement en Indochine était rendue en RPC, 20 au 24 septembre 1955, sur invitation gouvernementale chinoise, dépose auprès du Conseil de la République une proposition de résolution, tendant à inviter le gouvernement à normaliser effectivement et rapidement les relations entre la France et la République populaire de Chine. À peine un mois plus tard, le député Édouard Bonnefou UDSR 1907 à 2007 s'élève à l'Assemblée nationale contre les règles d'admission pratiquées à l'ONU, qui conduisent à refuser la Chine de Mao Tse-tung et accepter cette indéfendable fiction, Chiang Kai-shek représentant la Chine. Mi-février 1957, son collègue Robert Chambeiron, URP, 1915 à 2014, interpelle à son tour le gouvernement sur sa politique à l'égard de la RPC, plus particulièrement sur les motifs invoqués à plusieurs reprises pour justifier le refus de reconnaître le gouvernement de Pékin, alors que des pays tels la Grande-Bretagne qui, comme la France, adhèrent également à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ont depuis longtemps noué des relations diplomatiques avec la Chine, et sur les inconvénients de caractère économique, commercial et culturel qui découlent pour la France de l'attitude négative du gouvernement.
Début mars 1957, le député Raymond Ron, RS 1908 à 1991, dépose une nouvelle proposition de résolution, la France ne pouvant continuer à ignorer un pays qui compte 600 millions d'habitants. Si la France a bien pris des contacts officieux avec la Chine populaire, poursuit le député, ces relations fragmentaires et quasi confidentielles sont demeurées sans grandes conséquences pratiques. Et de pointer la politique gouvernementale française qui s'aligne de façon inconditionnelle sur celle de son allié états-unien. Selon le député, la France a intérêt à renouer des relations officielles et à commercer avec la Chine. Elle n'a pas besoin pour cela de la permission de Washington, qui ne prendra pas notre avis quand il jugera bon de changer de politique. Cette décision, poursuit le député, n'implique aucune adhésion d'aucune sorte au régime communiste. Elle signifierait que la France recouvre son indépendance et sa liberté d'action diplomatique. L'immobilisme des gouvernants français face à la question chinoise est régulièrement souligné par les parlementaires, qui ciblent plus particulièrement l'inefficience et l'absence des engagements du ministère des Affaires étrangères, que le sénateur Michel Debré, RPF, 1912 à 1996, futur ministre des Affaires étrangères, rappelle en février 1956 en des termes pour le moins malicieux. Sans vouloir critiquer la grande maison qui borde le quai d'Orsay, je peux dire que lorsqu'elle ne veut pas penser à quelque chose, elle sait très bien le faire. Constat aussitôt corroboré par son collègue Jacques de Bubridel en des termes tout aussi francs et directs. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, je me permets de nouveau, profitant de ce débat, d'attirer votre attention sur les problèmes de nos relations avec la Chine populaire. Avec mon ami, monsieur Michel Debré, je me permettrai de vous dire, secouez vos services. Les discussions et débats parlementaires sur la question chinoise se poursuivent au cours des premières années de la Ve République, sans toutefois laisser apparaître une évolution de la politique gouvernementale. À intervalles réguliers, le ministre des Affaires étrangères se voit confronté à la question de savoir s'il ne serait pas temps d'étudier concrètement la question de la reconnaissance du gouvernement de la République populaire de Chine par le gouvernement français. Quant au chef du gouvernement, plusieurs parlementaires lui rappellent, en des termes parfois lyriques, la situation quelque peu anormale qui règne au sein de l'ONU. En contemplant l'agréable chatoiement des couleurs des pavillons qui flottent devant le palais de New York, ne vous est-il jamais arrivé de penser avec quelque inquiétude à une absence, celle du peuple le plus nombreux du globe qui pourrait bien être aussi avant peu le plus puissant ? Pendant quelque temps encore, les parlementaires soumettront la question chinoise au gouvernement, lequel persiste à garder le silence ou à rappeler à l'occasion que sa politique diplomatique doit rester fidèle à l'allié états-unien. Même lorsque le général de Gaulle prend à l'été 1963, une fois la guerre d'Algérie terminée, la décision d'établir prochainement des relations diplomatiques avec la RPC, seuls ses proches collaborateurs en sont informés. L'envoi à Pékin de la mission Edgar Faure, octobre-novembre 1963, ne semble pas avoir suscité d'attention particulière dans l'opinion publique. Quant aux commentaires condescendants du sénateur Guy Petit, URI, 1905 à 1988, s'interrogeant sur l'envoi en Chine de M. Edgar Faure, chargé d'on ne sait quelle mission, il traduit bien le degré de désinformation dans lequel étaient maintenus les parlementaires. Après le retour à Paris de son envoyé spécial Edgar Faure, c'est en collaboration avec son Premier ministre Georges Pompidou et son ministre des Affaires étrangères Maurice Couve de Murville, que le général de Gaulle enclenche rapidement le processus de la reconnaissance de la RPC. Les choses iront très vite, et c'est par un bref communiqué du 27 janvier 1964 que les Français et le monde sont informés de l'établissement des relations diplomatiques entre Paris et Pékin. Désormais, cet événement majeur constitue un moment clé dans l'histoire de la relation franco-chinoise et s'impose au fil des années, des commémorations décennales, des rencontres gouvernementales bilatérales, comme un véritable lieu de mémoire de la relation franco-chinoise. Issu des travaux présentés lors du colloque La France et la République populaire de Chine, contexte et répercussions de la normalisation, 1950 à 1964, Paris, INALCO, 13 novembre 2013, cet ouvrage se propose d'élargir la thématique de la reconnaissance de la RPC par la France stricto sensu, en prenant en compte, dans un premier temps, la multiplicité des acteurs de la sphère économique, intellectuelle, culturelle,
qui en France se sont impliqués de façon diverse en faveur de la normalisation des relations. Dans un second temps, l'ouvrage s'ouvre aux dimensions internationales et offre une perspective comparative en analysant les relations entre la Pologne et la RPC, et les processus de normalisation diplomatique entre la RPC et la RFA d'une part, la RPC et le Japon d'autre part, dépassant ainsi le champ de la relation bilatérale franco-chinoise. L'historienne Marie-Claire Bergère se rendit pour la première fois en Chine au début de l'automne 1957 et rédigea à son retour des notes de voyage publiées au cours de l'année 1958 dans la revue technique Art Sciences. D'un commun accord avec l'auteur et la revue susmentionnée, nous avons décidé de le republier en préambule de cet ouvrage, précédé d'un bref texte introductif, 60 ans après, que Marie-Claire Bergère a bien voulu rédiger à l'occasion de la publication de cet ouvrage. Dans sa contribution, Christine Chaigne revient sur le processus de la reconnaissance de la RPC par la France, qu'elle compare d'une façon imagée à une valse en 3 temps. Le premier temps est celui du droit qui, au regard de la notion d'effectivité, présente la reconnaissance comme inéluctable et donc inévitable sur le plan politique, la question de la date de la normalisation des relations restant cependant en suspens. Ainsi, si les diplomates en poste en Chine ont exprimé très tôt l'espoir d'une reconnaissance rapide du nouveau gouvernement communiste, la question de l'Indochine, et en particulier le fait que la RPC ait reconnu le gouvernement de Ho Chi Minh dès janvier 1950 ainsi que l'importante aide militaire octroyée par les États-Unis à la France, rend impossible sur le plan diplomatique un tel acte et pousse les autorités françaises à le différer. Ce deuxième temps, celui de l'attente, prend fin en 1954, date de la conférence de Genève au cours de laquelle les représentants des 2 pays dialoguent. Il faudra néanmoins encore 10 ans pour que ces premiers contacts débouchent sur la reconnaissance officielle, le tournant définitif étant les accords d'Évian, mars 1962. Car avec la fin de la guerre d'Algérie, le soutien qu'accordait la RPC au FLN algérien cesse en effet d'être un obstacle et le général de Gaulle peut alors reconnaître le monde tel qu'il est. Thierry Robin analyse dans sa contribution les relations économiques entre la France et la Chine. Il souligne que dans un premier temps la fondation de la RPC en 1949 n'alarme aucunement les hommes d'affaires français, qui considèrent le possible redressement de l'économie chinoise comme une opportunité. Cependant, les entreprises françaises ont besoin de l'accord et du soutien des autorités françaises, posant ainsi directement la question de la reconnaissance. Si la France hésite entre la position des États-Unis, clairement opposée à la reconnaissance du nouveau régime à Pékin, et la position du Royaume-Uni, qui reconnaît la RPC en janvier 1950, Paris finit par suivre Washington. Les enjeux de sécurité en Indochine française, la guerre de Corée et la guerre froide en général lui laissent alors peu de marge de manœuvre. Outre leur vive opposition à toute reconnaissance de la Chine communiste, les États-Unis établissent un dispositif de guerre économique contre la Chine par le biais du CHINCOM. Dans ce contexte contraignant, et en dépit de timides et vaines résistances françaises et britanniques, les relations économiques entre la France et la RPC, en sus de n'être qu'officieuses, sont au cours de la première moitié des années 1950 quasi inexistantes. Pour Thierry Robin, le réel tournant intervient au cours des années 1956 et 1957, lorsque le Royaume-Uni et la France s'associent pour faire pression sur les États-Unis et demander la suppression du CHINCOM. Londres et Paris obtenant gain de cause, ce dernier disparaît et ouvre pour la France, de 1958 à 1963, une période d'intensification des relations économiques officieuses avec la RPC, illustrée en premier chef par l'augmentation du commerce bilatéral, participant ainsi à constituer un terreau favorable à la normalisation. La contribution d'Isabelle Rabu s'intéresse au récit des intellectuels français de retour de voyage de Chine, et témoigne de la présence d'acteurs au sein de la société française favorable à la reconnaissance de la RPC dès les années 1950. Ainsi, Claude Roy et Etiamble, 2 des participants au voyage analysé par Isabelle Rabu, notent respectivement en 1953 et 1958 que c'est une bizarrerie de ne pas reconnaître Pékin. Gravitant bien souvent autour du Parti communiste français, PCF, quand ils n'en sont pas membres, ces acteurs manifestent cependant un clair parti pris en faveur de la RPC.
Isabelle Rabu dégage plusieurs facteurs expliquant l'enthousiasme que les voyages en Chine ont suscité chez ces intellectuels. Le fort besoin de croire, la grandeur de la civilisation chinoise et la culpabilité vis-à-vis du passé colonialiste et impérialiste de la France influent largement sur leur jugement. Encouragés et organisés par le régime communiste, ces voyages, qui constituaient de ce fait un élément de soft power avant l'heure, étaient rigoureusement encadrés, le régime ne montrant à ses hôtes que ses réussites majeures. Angel Pinault retrace, en se basant sur de riches matériaux d'archives, l'histoire de l'Association des Amitiés Franco-Chinoises, AAFC, étroitement liée au PCF. L'association fut sans aucun doute le principal acteur militant ouvertement pour la reconnaissance de la RPC. Sa mission essentielle fut de présenter la Chine communiste aux Français, notamment par le biais de publications, de projections de films ou encore, après la conférence de Genève, de voyages organisés. Nombreuses au cours des années 1950, les activités de l'AAFC furent ensuite paralysées par la rupture sino-soviétique qui entraîna une crise idéologique parmi ses membres, entre maoïstes et partisans d'un PCF pro-soviétique. Il fallut attendre la mort de Mao Tse-dong et la chute de la bande des Quatre en 1976 pour que l'AAFC reprenne ses activités, soit une dizaine d'années après la normalisation diplomatique de 1964. Bruno Drewski opte pour une approche croisée entre la Pologne du gouvernement Gomulka, 1956 à 1970, la République populaire de Chine et la France, en accordant une attention particulière à la donne nationale, trop souvent ignorée selon l'auteur face à la puissance idéologique. À partir de la crise polonaise d'octobre 1956, l'auteur décèle une relation sino-polonaise et un dialogue franco-polonais privilégié, qu'il explique par le choix de la RPC et de la France de se distancier dès la fin des années 1950 du monde bipolaire régnant. Bruno Drewski partage l'avis de plusieurs autres auteurs, selon lesquels les dirigeants chinois seraient, lors des émeutes ouvrières de Poznan de l'automne 1956, directement intervenus auprès de Moscou pour freiner les velléités militaires soviétiques. En retour, les dirigeants polonais auraient refusé de s'engager dans une polémique idéologique contre Pékin, lorsqu'émergent les premières tensions sino-soviétiques. L'auteur repère ainsi une convergence sino-polonaise face à l'URSS, l'objectif commun de la Pologne et de la RPC consistant à affirmer leur souveraineté nationale, jusqu'à ce que la révolution culturelle amène la Pologne à reprendre sa place au sein du bloc communiste pro-soviétique. Dans sa contribution, Françoise Kressler retrace l'historique de la normalisation diplomatique tardive, octobre 1972, entre la RPC et la République fédérale d'Allemagne, deux États nés en 1949 dans les contextes de l'après-guerre et de la guerre froide. Tout en disposant d'atouts politiques et économiques majeurs, la RFA n'entretenait pas de relations diplomatiques avec Taïwan et se présentait dès la fin des années 1950 comme le premier partenaire commercial de la RPC en Europe occidentale. L'Allemagne de l'Ouest n'en demeurait pas moins soumise aux exigences politiques de l'allié et occupant états-unien, malgré les signaux bienveillants envoyés par Pékin dès 1955. La reconnaissance de la RPC par la France suscita chez les dirigeants de la RFA des interrogations quant à la position future de la France vis-à-vis de l'Allemagne de l'Est, mais eut aussi pour conséquence l'intervention des États-Unis, qui s'opposèrent fermement au projet d'accord commercial officiel entre la RFA et la RPC pourtant souhaité par les acteurs économiques ouest-allemands. Le déblocage vers une reconnaissance de Pékin par Bonn n'intervint que quelques années plus tard à la suite de l'admission de la RPC à l'ONU en octobre 1971 et dans le contexte du rapprochement sino-américain. Comme dans le cas de la RFA, l'acte de normalisation diplomatique entre le Japon et la RPC fut fortement dépendant du facteur américain. Mais à l'inverse du cas allemand, il existait au Japon dès les années 1950, comme le démontrent dans leurs contributions Murisa Harada et Bernard Thoman, un réel mouvement et de réelles forces favorables à la reconnaissance de la RPC et ce non seulement au sein du Parti communiste japonais ou de l'Association d'amitié sino-japonaise, mais aussi parmi les journalistes et au sein du monde littéraire et de la sphère économique où petites et grandes entreprises manifestèrent leur intérêt pour l'établissement un commerce officiel avec la RPC. Les auteurs soulignent que le Japon ne fut pas vraiment surpris par la reconnaissance de la RPC par la France,
certaines archives japonaises faisant même état de son inéluctabilité dès la fin des années 1950. La proximité géographique et historique entre le Japon et la Chine, la connaissance approfondie de l'autre, le passé commun conflictuel et ses conséquences sont autant de facteurs qui imposent le dialogue. Malgré ces facteurs spécifiques à la relation sino-japonaise, la normalisation entre les deux voisins asiatiques n'échappe pas à la donne états-unienne, et comme pour bien d'autres pays du monde libre, ce sont en définitive la visite de Kissinger à Pékin, juillet 1971, puis l'admission de la RPC à l'ONU, octobre 1971, qui débouche en septembre 1972 sur la reconnaissance de la Chine communiste. Françoise Kressler. Sébastien Collin. 60 ans après. Marie-Claire Bergère. Si Françoise Kressler et Sébastien Collin ne m'avaient pas demandé de leur communiquer le texte de Choses vues en Chine, jamais l'idée ne me serait venue d'exhumer un article qui dormait depuis 58 ans au fond d'un dossier. Cet article est le premier de ceux que j'ai consacrés à la Chine contemporaine. Je l'avais bien oublié, et c'est avec une certaine appréhension que j'ai commencé à relire ces notes rédigées par la jeune agrégée d'histoire et géographie que j'étais, et qui après un an d'études à l'INALCO ne connaissait que bien peu la langue chinoise. L'époque était au pèlerinage d'intellectuels et d'hommes politiques en Chine nouvelle. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir avaient donné l'exemple, et La Longue Marche, publiée par Simone de Beauvoir en 1957, avait lancé la mode des récits de retour exaltant la gloire du régime maoïste. J'ai dû à Madame Lucie Prenant, alors directrice de l'École normale supérieure de Sèvres, la chance de faire moi aussi cette visite guidée de la Chine révolutionnaire. Étudiante, je ne faisais pas partie de ces intellectuels prestigieux que le régime de Pékin cherchait à rallier à sa cause et dont il espérait faire ses propagandistes. L'invitation lancée par la Fédération des femmes chinoises, organisation de masse liée au Parti communiste, avait été originellement adressée à Madame Eugénie Cotton, présidente de l'Union des femmes françaises. Déjà âgée et redoutant les fatigues du voyage, celle-ci avait transmis l'invitation à Madame Prenant, épouse du célèbre biologiste et militant communiste Marcel Prenant et elle-même impliquée dans les activités de l'Union des femmes françaises. Retenue à Paris par ses obligations professionnelles, Madame Prenant avait décidé de faire profiter de l'invitation la seule de ces Sévriennes alors intéressées par l'étude de la Chine. Le voyage que je fis en septembre-octobre 1957 se conformait au schéma fixé par les autorités chinoises pour canaliser les expériences des visiteurs étrangers. Même circuit géographique, visite aux mêmes établissements modèles, coopératives agricoles, usines, crèches, écoles, résidences ouvrières, et pour couronner le tout brève rencontre avec les hauts dirigeants du parti. Comme les autres délégués étrangères invités par la Fédération des femmes chinoises, j'étais entourée de soins et de prévenance, et ce d'autant plus que m'avait été attribué le titre, sans aucun doute réservé à l'origine, à Madame Cotton ou Madame Prenant, de chef d'une délégation française dont j'étais seule membre. Voyage collectif donc et formaté. J'en étais bien consciente. Aucune initiative ne m'était laissée. Il faut reconnaître qu'étant donné ma faible connaissance de la langue, il m'aurait été difficile de mettre à profit la liberté de mouvement à laquelle j'aspirais. Je regrettais tout de même de ne pas pouvoir faire de promenades non accompagnées dans les rues des villes où nous faisions étape. Une tentative que j'avais faite à Shanghai, où passant par une porte de derrière j'avais semé le jeune interprète qui me servait d'accompagnateur et de gardien, avait créé à ce dernier de tels ennuis que je renonçais à toute escapade. J'acceptais donc le voyage tel qu'organisé par les autorités chinoises, même si l'absence de contact avec les contraintes de la vie quotidienne, les conditions matérielles très privilégiées faites aux déléguées étrangères et le caractère soigneusement choisi des visites programmées conféraient à l'expérience un caractère assez irréel. Mais c'était ma première rencontre avec l'Asie en même temps qu'avec un régime communiste. J'avais donc bien des choses à découvrir, de l'utilisation des baguettes au rôle des cadres. Et je me réjouissais à l'idée qu'un tel voyage, en dépit de ses limites évidentes, contribuerait à donner vie aux connaissances livresques acquises précédemment. Ces longues explications sont destinées à éclairer le contexte et non pas à excuser les imperfections de choses vues. Rétrospectivement, je me trouve bien naïve d'avoir admiré la propreté des ruelles de Pékin.
celle que nous avions parcourue avait dû être nettoyée peu de temps avant notre arrivée. Bien naïve aussi d'avoir cru au statut privilégié des anciens capitalistes après la nationalisation de leurs entreprises en 1956. Ils bénéficiaient certes de dividendes proportionnels à l'importance des investissements confisqués, mais l'estimation de ces investissements avait été systématiquement et largement minorée, et la situation qu'ils continuaient d'occuper dans leurs anciennes usines était celle de subalternes soumis à l'autorité de cadres ignorants. Dans l'ensemble cependant, il me semble avoir fait preuve d'une certaine prudence en laissant en suspens bien des interrogations auxquelles il me semblait impossible d'apporter des réponses informées. Il me semble même avoir souligné des problèmes apparents et bien réels. Décalage de niveau de vie entre ville et campagne, incapacité des industries lourdes modernes établies par le gouvernement à créer de l'emploi. Je ne fermais pas non plus les yeux sur la misère qu'aucun programme, si calculé fût-il, ne pouvait dissimuler. Pourtant, en dépit d'un jugement souvent suspendu et parfois critique, il me semble que le texte baigne dans un certain optimisme. J'avais envie, cela se voit, de partager l'enthousiasme des Chinois et de faire confiance à la jeune révolution. Au moment où je me laisse aller à l'indulgence du vieux professeur pour la néophyte que j'étais, me revient en tête, comme un rude rappel à l'ordre, qu'à l'époque de mon voyage la campagne contre les intellectuels droitistes battait son plein. Tous ceux qui quelques mois auparavant avaient fait confiance à la parole de Mao Tse-dong, avaient cru à la libéralisation du régime et à l'épanouissement des sans-fleurs, tous ceux-là par centaines de milliers étaient alors expédiés vers les prisons et les camps où ils resteraient enfermés pendant 20 ans. De ces événements tragiques, je n'avais aucun pressentiment. Je ne rougis pas de cette ignorance partagée alors par des observateurs bien plus avertis, mais elle vient me rappeler que le miroir qu'on m'avait si complaisamment tendu n'était qu'un miroir aux alouettes, et qu'à côté des choses vues existaient en Chine des choses non vues infiniment plus importantes et significatives. Marie-Claire Bergère. Mars 2016. Note de voyage. Choses vues en Chine. Par Marie-Claire Bergère. Agrégée de géographie. Professeure au lycée de Chartres. Ancienne élève de l'École normale supérieure de Sèvres, professeure au lycée de jeunes filles de Chartres, Madame Marie-Claire Bergere a séjourné en Chine du 26 septembre au 19 octobre 1957. Elle a passé une semaine à Pékin où elle a assisté à la fête nationale du 1er octobre, puis a voyagé 15 jours dans les régions industrielles de Mandchourie et dans le centre du pays où elle a visité Nankin et Shanghai. Sous l'égide de la Fédération des femmes chinoises, les délégations auxquelles elle s'était jointe ont fait l'objet de réceptions chaleureuses et de délicates prévenances. Dans les 2 articles qu'elle a bien voulu accepter d'écrire pour Technique, Art, Sciences, et dont nous commençons ci-dessous la publication, nos lecteurs ne manqueront pas d'apprécier l'intérêt prenant d'une observation qui, pour viser à l'honnêteté de la constatation objective, n'en reflète pas moins la vie de ce monde mystérieux avec lequel l'Occident doit chaque jour compter davantage. LP. La Chine, comme tous les pays neufs, doit faire face à 2 impératifs. Augmenter sa production, et en particulier sa production industrielle, et améliorer le niveau de vie de sa population. Mener à bien ces 2 tâches simultanément est une entreprise extrêmement difficile, presque impossible. Ou bien, c'est le cas de la Russie soviétique, les dirigeants sacrifient l'amélioration du niveau de vie à la construction économique. Ou bien, au contraire, l'effort de certains régimes pour obtenir ou maintenir un niveau de vie élevé entrave le développement de l'économie nationale. Devant ce double impératif et ce double péril, comment réagissent les Chinois ? Examinons d'abord l'augmentation de la production nationale. En ce domaine, l'action de l'État est prépondérante, quasi exclusive. Elle est caractérisée par une double préoccupation. Créer des unités de production nouvelles, bien adaptées aux ressources et aux besoins du pays, ne pas négliger les structures anciennes dont l'apport, surtout au départ, peut être précieux. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre, c'est dans le secteur agricole que l'action de l'État se manifeste de la façon la plus profonde, et peut-être la plus révolutionnaire. L'augmentation de la production agricole a été recherchée, et en partie obtenue tout d'abord par la mise en œuvre de moyens techniques puissants. De vastes travaux hydrauliques ont été entrepris dans les vallées du fleuve Jaune et de la rivière Wei. Ces travaux, en partie achevés maintenant,
permettent la régularisation du fleuve, l'irrigation de nouvelles terres. Malheureusement, ces réalisations, certainement grandioses et vantées en tout cas par les magazines chinois, ne font pas encore partie du circuit touristique organisé pour les invités étrangers. Il n'est pas besoin par contre, de se rendre en des régions particulières pour constater l'extraordinaire effort de redressement accompli depuis 8 ans. Partout on rencontre ces jeunes arbres qui rendent au paysage chinois un peu de verdure et de fraîcheur, et qui, seuls, peuvent opposer une résistance à l'érosion des vents et des eaux et sauvegarder le patrimoine des terres labourables. Les pins, les figuiers, les acacias, les platanes, les saules accompagnent les voyageurs tout le long de la voie ferrée, à travers la plaine du Nord, le Kiangsu et jusqu'à Shanghai. Parfois ce sont des arbrisseaux, parfois des arbres déjà grands et qui vous cachent le paysage. Ils s'insinuent partout, autour des villages où ils mêlent leur ombre légère à des ombrages plus vénérables, le long des digues, entre les rizières irriguées qui les reflètent et jusque sur les tertres, tombeaux d'innombrables ancêtres qui, en rang serré, accidentent la plaine. Mais ces réalisations réclament d'énormes investissements. D'autre part, la marge d'augmentation de la production agricole, dans un pays aussi complètement et minutieusement cultivé que la Chine, est, sur le plan technique, relativement limitée. Aussi l'État s'est-il attaché à rénover les cadres sociaux de la production traditionnelle. Action sociale et politique, moins coûteuse sans doute que les grands travaux hydrauliques et forestiers, mais certainement non moins spectaculaires et non moins efficaces. La très grande majorité de la paysannerie chinoise est maintenant intégrée dans les systèmes des coopératives. J'ai eu l'occasion de visiter 2 de ces coopératives, l'une dans la banlieue de Pékin, l'autre dans les environs de Shenzhen, ex-Mukden, dans la Chine du Nord-Est, ce qui était autrefois la province de Mandchourie. La coopérative de l'Aurore est située dans la banlieue nord de Pékin. C'est une des plus étendues de la région. Elle s'étend sur 11 000 mous et groupe près de 2500 familles. Nous sommes reçus au siège de la coopérative. C'est une salle longue et basse, récemment construite. Sur les murs blanchis à la chaux sont accrochés dans un certain désordre un grand portrait du président Mao, des drapeaux de toutes couleurs, des diplômes et des médailles commémorant sans doute le souvenir de quelques performances agricoles. Notre hôte, le président de la coopérative, a revêtu en notre honneur un costume, uniforme bleu marine. C'est un paysan d'une 40aine d'années, au crâne tondu, aux pommettes saillantes, aux yeux brillants d'intelligence. Il est secondé dans sa tâche par une jeune femme, elle aussi est revêtue du costume bleu, pantalon et tunique de coupe vaguement militaire. Mais elle a gardé ses longues nattes nouées, de couleur vive. Elle semble étonnamment jeune, pour occuper un poste aussi important, aussi lourd de responsabilités. Elle a une 20aine d'années, m'explique l'interprète. En Chine, vu l'âge moyen de la population, ce n'est déjà plus la prime jeunesse. Sa présence à un poste de direction symbolise l'émancipation des femmes et l'importance croissante de leur rôle dans la vie nationale. Pendant 2 heures, le président et ses adjoints vont nous faire visiter le domaine et répondre à nos innombrables questions avec une politesse infatigable et une précision jamais en défaut. Sans doute ont-ils l'habitude de telles visites. Mais cette idée ne peut gâter le plaisir qu'on éprouve en leur compagnie, et leur enthousiasme qui s'exprime avec une certaine modération, est d'autant plus communicatif. La coopérative est spécialisée dans la production des légumes. Plus de la moitié de la superficie, 6000 mous, est consacrée aux cultures maraîchères. À l'époque, en automne, j'y ai surtout vu des choux. Mais grâce aux 400 serres récemment construites, la culture des tomates, des radis, des salades se poursuit même en hiver. La coopérative existe sous sa forme actuelle depuis 1 an seulement. Mais son établissement a été préparé depuis son début par une série de créations. En 1951, création de groupes d'entraide, d'abord provisoires, ne réunissant les paysans qu'au moment des gros travaux, moissons. Ces groupes deviennent un peu plus tard permanents. Les paysans travaillent ensemble tout le long de l'année, mais chacun d'eux reste propriétaire de sa terre, de son bétail et de tout son train de culture. En 1954, vient la création de coopératives qui remplacent les groupes d'entraide. Les paysans mettent non seulement leur travail, mais leurs terres et leurs bêtes en commun. Ils sont rétribués à la fois d'après leur apport en capital. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.